Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Hamza Fassifiri. Bonjour, président du Parlement francophone bruxellois, ce qu'on appelait autrefois le Parlement de la COCOF, pour ceux qui suivent et qui s'y connaissent en institution, et également conseiller communal à Bruxelles. Et je vais commencer par Bruxelles. Est-ce que Freddy Tillmans, vous l'avez entendu hier soir? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu. Il nous a dit qu'il n'avait pas sa sortie à son agenda. Donc, ce n'était pas programmé, son départ n'était pas programmé. Je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je crois que peu de gens croient qu'il n'a pas son départ à son agenda. Par contre, manifestement, certains de ses collègues au PS ont inscrit son départ à leur agenda, manifestement. Vous pensez à qui? J'imagine le successeur, Yvon Mayer, peut-être d'autres, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ça qui n'est pas sain. C'est d'avoir cette espèce de surenchère potentielle d'interprétation qui n'est pas bonne pour les Bruxellois. Les Bruxellois ont le droit de savoir qui est le pilote, s'il y a un pilote, qui est le pilote et pour combien de temps il est là. Chaque jour qui passe où on ne sait pas qui est le vrai bourgmestre à la ville de Bruxelles est un jour perdu pour les Bruxellois. Imaginez un instant... Freddy Tillmans, il n'est plus le vrai bourgmestre. Mais il dit qu'il est encore là et que son départ n'est pas programmé, mais son cabinet se vide progressivement, son chef de cabinet est déjà parti, le successeur d'Yvan Mayer au CPAS est déjà quasiment installé, son nom en tout cas a été révélé sans démenti dans la presse, donc on sent bien que tout le dispositif de succession est là, mais qu'il n'appuie pas sur le bouton. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas positif, pas sain pour les Bruxellois. Parce que dans l'inconnu, alors il y a des conjectures, des hypothèses, des interprétations. Et comme je le dis, c'est pas bon. Vous allez le regretter, Freddy Tillmans? Mais c'est un bourgmestre qui a passé beaucoup d'années à s'investir dans la ville. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble quelques années et c'était du bon travail qu'on a fourni collectivement. Il a réussi à incarner la ville à sa manière. Et là, malheureusement, j'ai l'impression qu'il rate sa sortie parce qu'il dit oui, c'est pas un vrai oui, il dit non. Je pense que ce serait vraiment sain pour les Bruxellois de savoir une fois pour toutes qui est le pilote dans l'avion. Ouais, vous n'êtes pas rancunier. Vous êtes en train de regretter quelqu'un qui vous a un petit peu trahi aux dernières élections communales? Non, ce n'est pas une question de regret. Je pense que les électeurs se sont prononcés. Il y a eu des choix qui sont là, on les assume, on les accepte. Maintenant, c'est l'avenir de Bruxelles qui est en jeu. Et donc, de nouveau, ne pas savoir qui est le chef avec lequel on peut discuter. Imaginez un instant ces partenaires libéraux au collège. Est-ce qu'ils vont aller discuter pour un arbitrage avec Freddy Tillmans ou avec Yvan Mayer, vu qu'on sait qu'il est là en train d'attendre derrière la porte, mais que c'est quand même pas encore lui? Eh bien ça va faire perdre du temps à Bruxelles et aux Bruxellois. Est-ce que la majorité travaille bien de manière générale? On vient de voir un reportage sur la propreté dans la ville et la lutte contre les autocollants, qui sont une nuisance, qu'on n'avait pas pris en compte jusqu'à présent. Il y a des bonnes choses à la majorité ou pas? Bien sûr. Maintenant que vous êtes dans l'opposition. Non, bien sûr. Être dans l'opposition, ça ne veut pas dire être aveugle et dire que tout est mauvais. En tout cas, nous, on ne fonctionne pas comme ça au CDH. On reconnaît les choses positives. Maintenant, sur les grands enjeux, c'est une première année de législature perdue. Je rappelle que lorsque la majorité a présenté son budget, ils nous ont dit, en toute vérité, on reporte à 2014 les grands choix budgétaires, le temps qu'on se fasse un peu à cette première année. Donc c'est une perte de temps avant les décisions d'arbitrage budgétaire. Et maintenant, en plus avec le je vais, je ne vais pas, je pars, je reviens du bourgmestre, c'est encore du temps perdu. Et ça, c'est vraiment dommage pour Bruxelles et les Bruxellois. Alors, on vous a invité pour parler culture, Hamza Fassifiri. C'est quoi le point commun entre Bilbao, Londres, New York et peut-être demain Bruxelles? Alors effectivement, ce sont des villes que vous citez, il y en a beaucoup d'autres, qui ont mis la culture au cœur de leur projet de développement. Et je trouve personnellement qu'on ne discute pas, qu'on ne parle pas, qu'on ne développe pas assez la culture à Bruxelles. Et moi, j'aimerais bien que dans les années qui viennent, et peut-être profiter de la campagne électorale 2014 pour défendre ce dossier-là, qu'on parle davantage de culture et qu'on mette la culture au cœur du projet de développement bruxellois. Alors, vous publiez un petit ouvrage, Bruxelles, métropole culturelle, donc c'est aux éditions du CEPES, je vais le montrer à la caméra ici, donc ce sont les éditions du CDH. Du centre d'études. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce bouquin? Et pourquoi on fait un bouquin pour parler de ça? Mais d'abord parce qu'on ne parle pas assez de culture à Bruxelles, comme je l'ai dit. Donc mon souhait principal, c'est qu'on puisse aborder les questions culturelles dans les enjeux du développement de Bruxelles. Parce que la culture, c'est très large. Avec la culture, on évoque déjà beaucoup d'enjeux de Bruxelles. Avec la culture, on peut parler de développement urbanistique.
Regardez les débats autour de l'implantation du musée, le futur musée Alors d'art justement, vous voulez où ce musée? Vous ne donnez pas la réponse dans le livre, vous le voulez où? Mais je trouve que le canal est une bonne solution. Donc c'est au canal pour vous? Moi je trouve que le canal est une bonne formule parce que ça permet de redéployer une zone urbanistique qui connaît beaucoup de difficultés autour d'un projet culturel qui a une identité forte et qui peut entraîner dans son sillage toute une série de reconversions, de quartiers, de redéveloppement de l'activité commerciale. Donc Michel Draguet qui pense lui au cinquantenaire, ou ceux qui parlent aussi des galeries Van der Borch, ils se trompent, c'est le canal. Non, ils ne se trompent pas. La chance que nous avons à Bruxelles, c'est qu'on a différents lieux encore qu'on peut encore imaginer. On peut, par exemple, pour le cinquantenaire, envisager une implantation autour de l'Europe, un musée autour de l'Europe qui aurait toute sa place avec le quartier européen à côté. Mais l'essentiel de ce que je veux dire dans ce livre et plus fondamentalement dans le débat politique, c'est que la culture permet de développer l'urbanisme à Bruxelles, tout comme elle permet de développer l'économie et l'emploi à Bruxelles. Nous avons 20 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur culturel. Et on ne compte pas dans ces 20 000 les emplois indirects. Lorsqu'on organise par exemple un festival en espace public, il y a les personnes qui montent la scène, il y a les personnes qui font le marketing et la promotion de l'événement, et donc tout cela crée une activité économique qui crée des nuitées d'hôtels, qui crée des emplois pour les Bruxellois. Donc ça peut être lié au tourisme, c'est ce que vous appelez l'économie mauve, hein, c'est ça? Exactement, ce sont les industries culturelles et créatives, et je trouve que là aussi c'est un secteur sur lequel il faut miser. Et enfin la culture, et peut-être c'est l'élément le plus important, touche à la cohésion sociale à Bruxelles. C'est avec la culture qu'on peut rapprocher les gens qui sont différents. Et nous avons beaucoup de gens de différentes origines, de différentes cultures à Bruxelles. Il faut un point commun. Nous ne pouvons pas, comme certains le font malheureusement, séparer les uns des autres ou diviser les uns et les autres. C'est parce qu'on a une culture commune qu'on sera bruxellois. Absolument. Et donc la culture a toute sa place pour un projet de développement pour Bruxelles. 80 musées, 60 théâtres à Bruxelles. Et 50 salles de concert. Ouais. Et tout le monde sait ça ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas connu des Bruxellois, pour finir? Non, je pense que le Bruxellois sait qu'il y a une effervescence culturelle à Bruxelles. Ce qui manque, ce n'est pas tellement cela. Ça existe. Mais on ne le valorise pas suffisamment pour en faire une politique coordonnée. Je vous donne un exemple qui est parlant. Nous avons à Bruxelles 8 ministres différents qui ont quelque chose à dire sur la culture. Il y a bien sûr les ministres de la culture des communautés, des grandes communautés. Il y a les 2 ministres pour la COCOF et la VGC. Mais il y a aussi des ministres fédéraux qui s'occupent de culture, notamment ceux qui s'occupent des musées royaux des Beaux-Arts, par exemple. Et puis, il y a encore les ministres qui s'occupent de l'image de Bruxelles. Donc, nous avons au total 8 ministres. Figurez-vous que ces 8 ministres ne se sont jamais assis ensemble autour de la même table. Donc, vous dites qu'il faut un G20 de la culture. Bien sûr, il y a 40 décideurs, visiblement, qui sont actifs dans le milieu culturel. Et ça servira à quoi un G20? Est-ce qu'on va abandonner à un moment ou à un autre, quand on est, par exemple, le ministre bruxellois au sein de la COCOF chargé de ces matières-là, ou le ministre fédéral? Est-ce qu'on va abandonner son pouvoir? Est-ce qu'il ne faut pas transférer les compétences plutôt? Non, je pense que le but n'est pas d'abandonner le pouvoir, mais plutôt de coordonner, parce que toutes ces personnes, une réunion, toutes ça suffit. ces institutions, ce n'est pas une réunion, c'est plusieurs réunions, c'est une coordination. Il faut que l'ensemble des décideurs sur les politiques culturelles, et comme je le dis, la politique culturelle au sens large, c'est-à-dire l'urbanisme et la culture, l'économie et la culture, l'emploi et la culture, il faut que tous ces décideurs puissent parler d'une même voix et avoir en tout cas un horizon partagé. Aujourd'hui, chacun a sa propre stratégie, il y a une déperdition de moyens, il y a des doublons, et le secteur culturel en souffre, et Bruxelles en souffre. Vous avez été échevin de la culture à Bruxelles pendant 5 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? Alors, mon expérience à la ville, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir un certain nombre de constats. Maintenant, avec un peu de recul et de pouvoir proposer ça. Est-ce que les Flamands investissent plus que les francophones à Bruxelles en culture? Alors, proportionnellement, en termes d'euros par habitant, oui. Il y a un rapport de 1 à 3, on va dire, pour faire simple, entre la communauté néerlandophone à Bruxelles et la communauté française, tout pouvoir public confondu. Mais les chiffres ne font pas forcément sens. Il y a, je trouve, une frilosité dans le chef des francophones, de manière générale, par rapport à un leadership urbain. Et je trouve que nous, francophones, nous ne devons pas être complexés par rapport à notre place à Bruxelles. Nous devons assumer ce leadership urbain. Et ce n'est pas parce que la communauté néerlandophone à Bruxelles est fort présente sur les questions culturelles qu'il y a un problème d'adversité ou un problème de concurrence ou de compétition ou de géopolitique, comme je le dis dans l'ouvrage, qui peut se faire sur Bruxelles. Mais enfin, prendre le leadership culturel, c'est aussi un moyen, par exemple, avec des jeunes issus de l'immigration, de les amener vers une langue, le néerlandais, et à terme de peser politiquement sur la ville. Alors, il y a une étude de l'ULB, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs de l'ULB qui ont analysé l'identification
des citoyens bruxellois à l'une ou l'autre des deux grandes langues nationales à Bruxelles sur les 10 dernières années. Leur constat est clair, c'est qu'il n'y a pas de flamandisation de Bruxelles. C'est le titre de l'étude de l'ULB d'ailleurs, sur cette période qu'ils ont analysée. Par contre, il y a une visibilité de la culture néerlandophone à Bruxelles. Et quand la communauté flamande essaye d'investir Flaget, par exemple, ça n'a pas le don d'hérisser les francophones ? Vous ne voyez pas une tentation d'utiliser la culture à des fins politiques ? Bien sûr, à juste titre. Attention, je ne suis pas naïf. Il faut distinguer les choses. Berthanciot, lorsqu'il a voulu faire un putsch culturel sur le Flaget, c'était évidemment à des fins politiques de rapport de force entre les grandes communautés linguistiques à Bruxelles. Ouais. Ici, ce n'est pas le message que je lance. Le message principal que je lance, c'est que les francophones, en prenant le leadership urbain, doivent tendre la main aux néerlandophones et travailler ensemble. Je vous donne un exemple concret, si vous le permettez. Je vous donne un exemple concret. Notre Parlement francophone bruxellois, que j'ai la responsabilité de présider pour le moment, va prendre une initiative avec la VGC au niveau culturel pour la première la communauté fois. Flamande. Voilà, pour la première fois, les deux commissions culture, COCOF et VGC vont se réunir ensemble de manière informelle, certes, mais pour partager leur vision de la culture à Bruxelles. C'est un pas très positif, c'est une première à Bruxelles. J'encourage ce type d'initiative. Alors on va quitter votre bouquin, j'imagine que vous allez l'offrir à tous les ministres de la Culture dont vous avez parlé. C'est en train d'être envoyé. Alors il y a la fête de la communauté française, c'est dans une grosse semaine, et il y aura le 26 un discours au Parlement francophone bruxellois que vous présidez, Parlement qui va entrer dans ses nouveaux locaux, tout va bien ? On déménage cette semaine, donc nous sommes dans les cartons et tout devra être prêt pour le 26, effectivement. C'est la fête de la communauté française et donc évidemment le Parlement francophone bruxellois prend sa part pour ces festivités-là. Vous dites communauté française, on devrait dire Fédération Wallonie-Bruxelles. Et Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais. Est-ce qu'elle marche cette fédération ou est-ce que quand par exemple vous entendez Rudy Vervoort dire tiens, sur l'enseignement il faudrait qu'on régionalise les pouvoirs organisateurs, vous n'êtes pas en train de vous dire cette fédération c'est un concept et c'est pas tout à fait une réalité ? Non, pas du tout. Je crois que dans Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a bien les deux entités qui sont spécifiées nommément. Et donc je trouve que c'est positif de lancer des ponts pour que les régions puissent travailler avec la Fédération, de nouveau dans un intérêt partagé. Ouais, Prenons l'exemple de l'enseignement. Attendez, quand on propose, le ministre-président bruxellois propose de régionaliser les pouvoirs organisateurs, est-ce que ça va dans le sens de la Fédération ou est-ce que ça ne va pas dans le sens d'une régionalisation ? Ce qui va dans le sens de la Fédération, à mon sens, c'est de proposer un meilleur enseignement pour les Bruxellois et pour les Wallons. Vous êtes d'accord avec l'idée de régionaliser les pouvoirs organisateurs, donc l'organisation des écoles ou pas ? Oui, donc si vous me laissez juste le temps d'y répondre, je trouve que c'est une piste qu'il ne faut pas écarter en tant que telle. Mais la question fondamentale, c'est plutôt comment offrir un enseignement qui tienne compte des spécificités de Bruxelles. Alors ça peut prendre la forme de la régionalisation des PO, pourquoi pas, il faut l'étudier, il faut voir un peu les implications que ça comporte, mais ça peut être d'autres formes, comme les bassins scolaires. C'est un projet qui est aussi sur la table. Et donc, je pense que la question principale, c'est comment offrir le meilleur enseignement qui tienne compte des spécificités de Bruxelles et qui soit fait en synergie avec la Fédération Wallonie-Bruxelles d'un côté et bien sûr les autres institutions sur Bruxelles. 2014, vous êtes candidat ? Oui. À la région ? Absolument. Ouais, ce sera qui la tête de liste que vous préféreriez avoir ? Eh bien, je préfère la tête de liste la plus forte pour porter le message du CDH. Mais donc c'est Benoît Serex ou c'est Céline Frémaux ? Benoît Serex, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant de longues années. Il a le recul de 10 années d'expérience au gouvernement et de 20 ans de Parlement. Céline, c'est la même génération que moi. Et donc vous n'allez pas choisir ? Je trouve qu'il a réussi son entrée au gouvernement et sur la petite période d'1 an qu'elle a, elle prend bien ses marques. Elle est en train de réussir une offre importante pour les jeunes bruxellois. Vous pouvez citer un des deux noms et pas citer les deux ? Mais ça, c'est pas la question importante aujourd'hui, honnêtement. On va lancer d'abord la réflexion sur le projet la semaine prochaine et nous verrons qui va porter ce projet dans les jours qui suivront. Merci Hamza Fassifiri d'avoir été l'invité de l'interview. 18h le journal, 18h25 le magazine M et tout de suite c'est la météo Patrick Vermeer.